Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour ce webinaire consacré au certificat entreprise familiale, gouvernance et management. Je suis Christine Colomb, conseillère formation pour ce programme de l'Executive Education, réalisé en partenariat avec l'IFA, l'Institut français des administrateurs. L'idée de cette session d'information est de vous faire découvrir le certificat exécutif entreprise familiale, gouvernance et management et le processus d'admission. Vous pourrez bien sûr poser vos questions tout au long du webinaire. Nous nous accorderons une dizaine de minutes en fin de session pour y répondre. Alors, pour co-animer cette présentation, nous avons avec nous aujourd'hui Céline Buanic, qui est directrice de la formation de l'IFA, et Philippe Pelé-Clamour, qui est professeur à HEC Paris et directeur académique du certificat. Donc, voici pour la présentation. Nous allons débuter notre session d'information. Je laisse la parole à Céline qui va nous parler de l'IFA. Voilà, Céline, si tu veux bien prendre la parole. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire. Comme Christine vient de vous l'expliquer, ce programme a été co-conçu par HEC et l'IFA. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'IFA. L'IFA, c'est l'Institut français des administrateurs. Donc, c'est l'entité qui fédère l'ensemble des administrateurs, quel que soit leur domaine d'intervention, quel que soit le type de mandat qu'ils prennent. Christine, si tu veux bien passer la slide, voilà. L'IFA commence à avoir une histoire assez riche puisque les 20 ans se profilent. L'IFA est majeur. L'IFA a maintenant 18 ans, donc un recul intéressant sur la notion de gouvernance, sur les réflexions autour de la gouvernance. Une des particularités de l'IFA, c'est d'être extrêmement active au sein des instances, qu'elles soient européennes, notamment avec ECODA, que l'IFA a participé à créer. Et l'IFA est aussi extrêmement actif auprès des pouvoirs publics sur l'évolution des bonnes pratiques, des lois, des réglementations, etc. Et notamment, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, beaucoup de points de la loi Pacte ont été travaillés avec l'IFA pour permettre d'arriver toujours à une gouvernance toujours plus responsable, toujours plus créatrice de valeur et qui a comme objectif de faire de l'entreprise un bien commun. Donc, la notion de gouvernance évolue fortement et l'IFA est en pointe pour la faire évoluer. Christine. Voilà. Du coup, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des activités de l'IFA qui sont extrêmement nombreuses, mais l'idée, c'est vraiment quand un administrateur rejoint l'IFA, c'est de lui permettre d'entrer dans un réseau et de bénéficier des services de l'IFA qui pourront l'accompagner dans l'exercice de leur mission et surtout dans l'appréhension, la compréhension, la réflexion autour des nouveaux enjeux de gouvernance. Il n'y a rien de plus vivant que la gouvernance d'une entreprise. Et du coup, l'IFA travaille sur tous les enjeux auxquels vous allez être confronté en tant qu'administrateur, que ce soit la question du dialogue actionnarial, de la rémunération des dirigeants, de toutes les problématiques diversité, féminisation, toutes les problématiques de croissance durable et de compétitivité, bien sûr les problématiques ESG. ESG, sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et les problématiques aussi climat. Donc,
l'IFA, on va le voir dans la slide suivante, ou un petit peu après, l'IFA a créé énormément de groupes de travail qui permettent de réfléchir sur ces thématiques-là. L'IFA s'appuie sur 4 grands domaines d'activité. Le premier, évidemment, est le réseau. Rejoindre l'IFA, c'est rejoindre un réseau de plus de 3000 administrateurs qui vous permettront des échanges de bonnes pratiques, évidemment, qui vous permettront aussi de développer les offres, de trouver des offres de mandat qui peuvent vous intéresser. Vous avez évidemment un volet très important de formation, hein, et vous êtes là aujourd'hui pour ça. Donc, le certificat HEC, entreprise familiale, d'autres certificats aussi, des formations courtes d'une ou deux journées aussi vous sont proposées pour vous perfectionner sur des points extrêmement précis. Vous avez aussi accès à toute une gamme de publications mises à jour en permanence, une véritable bibliothèque, médiathèque aussi, puisque certaines sont pas forcément papier. Et bien sûr aussi l'invitation à des événements nombreux pour vous permettre de réseauter, de networker, de discuter, d'entendre des grands témoins. Voilà. Donc, bien évidemment, depuis un an, tous ces événements ont lieu à distance, mais on est optimiste. En septembre, on pourra vous rencontrer physiquement. Christine. Voilà. Donc, l'IFA, c'est 3100, plus de 3000 adhérents. Donc, c'est un réseau extrêmement dense. C'est aussi l'occasion de découvrir 10 clubs, groupes de travail ou commissions sur tous les sujets importants pour la gouvernance que vous pouvez ou suivre ou rejoindre si vous voulez participer activement aux travaux et entrer dans ce mouvement d'évolution permanente des pratiques de la gouvernance. En termes de formation, l'IFA a déjà quand même délivré énormément de certificats. Donc, qui dit certificat dit une formation comme celle pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, extrêmement complète et qui vous permet d'acquérir des compétences attestées, vérifiées, solides, que vous pourrez ensuite mettre à profit dans les différents mandats que vous pourrez prendre. Christine. Voilà. Un petit point sur l'ensemble des clubs, commissions de l'association, de l'IFA. Donc, en fait, ça se découpe en 2 grandes commissions très globales. Une commission prospective et recherche, hein, vraiment un des fondamentaux de l'IFA, c'est toujours de réfléchir à la gouvernance de demain et de faire avancer les problématiques pour une gouvernance toujours plus moderne, durable et créatrice de valeur. Une commission juridique aussi, bien sûr, qui se découpe ensuite en différents clubs par différents types d'entrées, secrétaire de conseil, nomination, rémunération, administrateur salarié, comité d'audit, etc. Et ensuite, des clubs plus transversaux, comme par exemple le club ETI qui va travailler sur tout ce qui est tout ce qui concerne les ETI, des clubs ensuite, fondations, associations, coopératives mutuelles, entreprises innovantes en croissance, etc. Donc vraiment, il y a tout ce qui touche à la gouvernance à l'IFA. Et ensuite, voilà, les clubs plus transversaux qui touchent à des thèmes qui vous concernent
quels que soient les types de mandats que vous allez prendre, donc que ce soit pour vous, entreprise familiale, ou pour d'autres administrateurs dans d'autres types de mandats, notamment avec le club ESG, qui est un point, un domaine extrêmement important aujourd'hui, qui traite toutes les problématiques extra-financières et de responsabilité sociétale de l'entreprise et de l'employeur. Et puis ensuite, voilà, des groupes de travail, notamment sur ECODA, sur les problématiques européennes, ou bon, d'une manière un peu plus pointue sur le secteur de l'assurance. Des publications aussi nombreuses et actualisées en permanence sont à disposition, à l'IFA. Donc, ces publications sont rédigées par les experts, par les administrateurs qui œuvrent dans les différents clubs, groupes de travail ou commissions. Donc, ça va de la rémunération des dirigeants à la responsabilité juridique des administrateurs, qui sont voilà, donc des documents de référence à garder, à consulter, et qui s'appuient aussi sur une centaine de fiches thématiques et pédagogiques extrêmement pointues, et qui sont des compléments très intéressants aux formations que vous pouvez suivre à l'IFA. Voilà. Donc, en tous les cas, si vous êtes présent ce matin à ce webinaire, c'est que vous vous intéressez aux entreprises familiales. Vous avez fait le choix, et on ne peut que vous en féliciter, de professionnaliser un maximum la mission qui est la vôtre auprès des entreprises familiales. Donc, bravo, hein, on n'a rien inventé de mieux que la formation poussée pour augmenter ses compétences, que vous pourrez compléter ensuite avec différents événements présentés, proposés par l'IFA. Vous avez ici là, les prochains qui apparaissent. On pourra vous envoyer la liste. Vous pourrez aussi, bien sûr, la retrouver sur le site. Je ne veux pas vous prendre plus de temps parce que je sais que Philippe Pellet-Clamour a beaucoup de choses à vous présenter, notamment ce beau certificat qui est ce certificat entreprise familiale créé par l'IFA et HEC. Merci Céline. Je vais enchaîner avec une rapide présentation d'HEC. Tout d'abord avec un peu d'histoire. Fondée en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, HEC est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de commerce françaises. La mission d'HEC Paris est double. Former une diversité de profils à haut potentiel rigoureusement sélectionnés et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Chaque année, le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management, et HEC est parmi les leaders mondiaux de l'executive education. Ce qui fait la renommée d'HEC, c'est aussi l'excellence de ses professeurs. Le corps professoral est au cœur de la création et de la diffusion des savoirs à HEC. Forte de plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, la faculté mène des travaux de recherche reconnus internationalement dans toutes les grandes disciplines du management. Et HEC, bien sûr, c'est aussi 60 000 alumni, le réseau des alumni, avec 60 000 diplômés dans le monde. Ce qui fait la force d'HEC, c'est aussi sa fondation avec 48 entreprises partenaires parmi les plus grands groupes et 20 chaires.
Alors, la mission d'HEC Executive Education est d'accompagner les entreprises pour faire face aux mutations fondamentales de notre monde économique et de notre société en répondant à des critères d'exigence. Figurant parmi les écoles les plus prestigieuses au monde, HEC se doit de fournir les meilleurs services et s'adresse aux meilleurs profils. Des critères de pertinence en répondant le plus précisément possible aux problématiques des entreprises grâce au développement de la proximité avec celles-ci, en cultivant la diversité et l'ouverture d'esprit avec une approche pédagogique à la fois collaborative et inclusive. Et bien sûr, tout cela en adéquation avec les évolutions technologiques en matière d'enseignement, avec l'intégration de programmes online et hybrides. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'executive education en général d'HEC. Je vais laisser la parole à Philippe Pellet-Clamour qui va rentrer dans le détail du programme. Voilà Philippe, je te laisse reprendre la parole. Merci Christine. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis content d'être avec vous en cette belle matinée ensoleillée à Paris. C'est un printemps chaud puisqu'on annonce 24 degrés. Donc ça, c'est formidable. Cet esprit, ce soleil que nous avons aujourd'hui n'est malheureusement pas la situation de nos entreprises et n'est malheureusement pas la situation des entreprises familiales. Donc, vous me direz, pourquoi parler ainsi pour présenter un certificat? C'est que la situation est difficile pour tout le monde, mais en même temps, il faut s'accorder que ce temps que nous avons vécu, avec ce temps de Covid qui date d'1 an, nous a replongé dans une capacité apprenante et de résilience et de dissertation qui est essentielle. Donc, plus que jamais, se poser la question quand on est à la tête d'une entreprise familiale, quel est mon horizon temporel? Quelle est ma vocation? À qui vais-je transmettre? Comment vais-je transmettre? Quel est mon environnement familial? Eh bien, toutes ces questions, et bien d'autres que j'évoquerai peut-être un peu plus loin, se posent et sont essentielles. Et nous avons donc plus que jamais cette nécessité, dans les objectifs du programme qui s'affiche devant vous, d'aller vers plusieurs problématiques, une multi-problématique. La première chose, bien évidemment, puisque nous sommes ici au cœur de la gouvernance et du management. Donc la gouvernance, c'est l'IFA, qui est la maison des administrateurs, et le management, c'est HEC, qui est, comme on vient de vous le présenter, le cœur du business inclusif et en même temps pragmatique. Eh bien, il y a là un renforcement nécessaire du rôle de l'administrateur qui s'impose. Et puis, la complexité de l'environnement familial qui est double à travers des fondations, à travers des cousins, à travers des prises de pouvoir, est très particulière, car on peut siéger dans une entreprise familiale avec son père, avec sa mère, avec sa tante, avec son oncle, avec son cousin, siéger aussi au conseil d'administration, être observé avec des administrateurs indépendants, des censeurs, ou alors ne pas avoir de gouvernance complètement formulée, ce qui est aussi le cas de beaucoup d'entreprises familiales qui considèrent que finalement la gouvernance n'est peut-être pas toujours une forme de priorité. En tout cas, ce qu'on revendique nous ici, HEC et IFA, c'est que la gouvernance est plus que jamais une priorité, et c'est pour ça nous avons conçu ce programme. Voilà, donc les quelques mots qui sont là sont plantés: gestion d'entreprise et de gouvernance familiale, et puis bien sûr une notion de problématique familiale avec le Governance Project, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Christine, merci. Alors, comment s'organise ce certificat? Parce que finalement, c'est quand même ça que vous êtes venu chercher, c'est de savoir quelles sont les briques de savoir. Alors, on l'a découpé, si vous voulez, en 6 parties plus une, sans compter la partie d'introduction. Une première partie qui touche donc à la famille
et à l'organisation. Donc, quand on parle de famille et d'organisation, on parle ici de gouvernance familiale. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le cœur de la famille et du modèle de sa gouvernance. Est-ce que la famille ou ma famille est organisée avec un conseil de famille, avec une charte familiale, avec des objectifs qui sont clairs et compris par tous? Quels sont les liens entre ces objectifs de la famille qui doivent être reflétés par exemple par la charte familiale et la société opérationnelle où il y a un conseil d'administration, un conseil de surveillance, ou peut-être qu'il n'y a rien, puisque c'est peut-être une SASU où il y a un conseil qui n'est pas formel. Comment on va déconnecter en fait la gouvernance propre aux membres de la famille de la gouvernance opérationnelle, et comment on va la reconnecter, parce qu'il ne suffit pas aussi que de la déconnecter, il faut aussi la reconnecter pour qu'elle puisse fonctionner. Donc tout ça est au cœur finalement de ce premier module où nous allons renforcer la posture bien sûr du conseil d'administration et du conseil de surveillance avec le directoire, et de voir comment on travaille entre les sociétés opérationnelles et une gouvernance de sociétés opérationnelles. Je ne parle pas de comité exécutif ici, je parle bien de comité de surveillance ou de conseil d'administration, donc qui supervise en quelque sorte les dirigeants, y compris quand les dirigeants sont bien sûr des dirigeants de la famille, et ce lien propre avec le conseil de famille actionnaire qui a un rôle très particulier. Le deuxième module, qui est plus un module qui traite du leadership et de la famille, nous amène plus finalement sur le savoir-être, sur le comportemental, sur l'étude et la prise en compte de tout ce qui est soft skill, du savoir-être, puisque le savoir-être est particulièrement important. Il est important dans sa posture, dans la posture de prise de confiance en soi, dans sa posture et dans cet environnement, comme je l'ai décrit, qui est multigénérationnel, cousinade, oncle, père, mère, grand-père, héritage du passé, qui est quand même très difficile parfois où il faut prendre sa place, il faut contrer, et comprendre aussi comment ce leadership peut s'exercer, quelle est l'attitude et quel est le type de leadership exercé par le président du conseil d'administration, du président du conseil de surveillance. Est-ce qu'il a une posture qui est une posture autoritaire, au contraire, qui facilite la négociation, qui permet à tous de s'exprimer autour de la table? Quelle est la posture des différents administrateurs indépendants ou des membres du conseil de surveillance? Comment eux-mêmes se comportent? Donc, on travaillera énormément ce type de posture pour comprendre un petit peu quelle est la dynamique. Dans notre troisième module, nous toucherons un point qui est central, qui est celui de la stratégie. La stratégie avec bien sûr la définition de la stratégie, le rôle du comité stratégique, parce que nous avons par exemple dans la première promotion de très belles ETI qui dépassent les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et où il y a une gouvernance qui est formelle déjà avec un comité stratégique. Donc on voit bien que, indépendamment d'ailleurs de la taille du chiffre d'affaires, que ce soit 50, 100 ou 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les sociétés ou les ETI qui sont présentes, on se rend compte que beaucoup de sociétés, même avec des chiffres d'affaires plus modestes, ont déjà une gouvernance organisée et généralement le comité stratégique est au cœur des premiers éléments de gouvernance qui sont mis en place avec le comité d'audit. Donc, bien évidemment, rôle du comité de gouvernance et puis définition et articulation entre ce comité et la stratégie de l'entreprise. Voilà. Et donc là, l'excellence de la faculté d'HEC n'est plus à démontrer sur les questions de stratégie. Ce module est conduit par Laurence Lehmann-Ortega, donc qui nous parlera aussi d'innovation stratégique. Et on verra donc les éléments de mise en œuvre avec le conseil d'administration et du comité. Le quatrième module nous amène un peu plus loin sur une dimension patrimoniale, parce que je crois que
nous n'avons pas à avoir peur de parler de patrimoine. On ne parle pas ici d'un patrimoine qui est un patrimoine uniquement financier, bien que le patrimoine financier est essentiel et il ne faut pas être pudique pour ne pas l'aborder, mais on parle aussi de patrimoine familial, de patrimoine intellectuel, de patrimoine immatériel, de patrimoine de valeur, de transmission, à travers différents outils, d'abord sur le patrimoine en tant que tel, et puis à travers les valeurs, à travers des fondations, des fonds de dotation, des outils. Et nous explorerons finalement une sorte de best practice et de benchmark qui se tient au sein de l'Union européenne, tant en France qu'en Belgique, par exemple qu'au Luxembourg ou en Angleterre, pour regarder un peu comment les familles traitent ces questions de gouvernance et de patrimoine, avec des différences qui sont intéressantes à noter, parce que le modèle français est un modèle, bien sûr, mais le modèle luxembourgeois ou le modèle belge de nos voisins ou anglais qui a quitté l'Union européenne, ma femme est quand même assez présent, en est un autre. Donc il faut regarder, y compris le modèle allemand qui est intéressant. Donc on explorera un petit peu tout ça pour travailler sur ces éléments finalement de transmission et de patrimoine financier et de patrimoine immatériel, puisque le patrimoine immatériel, comme je vous l'ai décrit, est planté est très important. Nous aborderons ensuite les questions de finance, qui font un peu finalement le lien avec la première partie du patrimoine, mais qui touchent aussi un autre élément très important qui est la valorisation de l'entreprise, comment valoriser l'entreprise et comment aussi trouver un équilibre au niveau du contrôle de l'entreprise, parce que certaines entreprises ouvrent leur capital à des fonds d'investissement, notamment les entreprises familiales, et c'est ça qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand il y a une dilution du contrôle de l'actionnaire familial qui décide pour des questions stratégiques ou pour des questions patrimoniales ou pour des questions d'ambition financière ou d'ambition stratégique, d'ouvrir son capital, de perdre le contrôle pour faire entrer des fonds qui vont les accompagner, normalement avec bienveillance toujours, pour atteindre un objectif et un management peut-être qu'ils n'auraient pas eu sans leur entrée. Voilà. Donc on regardera cet aspect d'entrée des fonds, ainsi que la particularité du comité d'audit, puisque le comité d'audit est au cœur de ce module sur le rôle du contrôle du comité d'audit, de détecter les risques et de pouvoir mettre en œuvre finalement une recommandation. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que nous aurons sur ces 2 jours. Voilà. Peut-être qu'on va avancer un peu la slide et je reviendrai après sur la simulation et sur les projets de gouvernance, Christine, si tu veux peut-être un peu dérouler les savoirs. Donc tout ça, je voulais camper. Donc on va famille et gouvernance, déterminer les structures, les mécanismes. C'est donc ce premier module sur la gouvernance, le 3 sur la stratégie, donc vous avez tout résumé ici en 3 lignes, le 4 sur la patrimoine, et donc le 5 sur finance et gestion, maintenir croissance, demande d'équité actionnaire, anticiper le rôle du comité d'audit. Voilà. Alors, arrêtons-nous peut-être particulièrement sur cette simulation du conseil d'administration. D'abord parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a tenu notre simulation la semaine dernière en présentiel à HEC au château, et que ça a été un succès, je pense, et ça a été très très riche, aussi bien pour les participants que pour les intervenants et les profs qui sont occupés de faire cette simulation de 2 jours et demi. Et là, véritablement, sans vous faire un pitch feu d'artifice, à la fin, je vous dirais que c'est vraiment le moment fort de la formation, parce qu'on vous met en posture de vivre, d'être dans la peau d'un administrateur ou d'un président de conseil d'administration, d'un président de comité stratégique, président de comité d'audit, administrateur exécutif, administrateur membre de la famille ou administrateur salarié, et de siéger au conseil d'administration pendant 2 jours et demi à travers 5 ou 6 situations
dont des situations critiques, des situations réelles, et avec énormément de choses à préparer. C'est-à-dire que vous aborderez ces 2 jours et demi avec énormément de documents à lire sur, par exemple, un comité d'audit qui détecte des fraudes, un repositionnement stratégique, un fonds d'investissement qui veut céder la participation qui a été prise dans votre société avant terme, des administrateurs qui démissionnent, enfin toute une aventure qui fait qu'il faut à chaque fois réagir et trouver, bien sûr, une attitude constructive au sein du conseil d'administration. Et c'est un peu ce qu'on vient voir, c'est-à-dire de voir par rapport à la conciliation de ce que vous avez dans les briques que sont les modules, des briques de compétences, mais en même temps des briques de savoir-être, de soft skills, de voir comment vous pouvez vous-même vous positionner dans cette simulation qui pourrait être résumée en disant c'est un jeu, mais enfin, ce n'est pas tout à fait un jeu, parce que finalement, même si on l'a écrit comme un jeu, on se rend compte que ce n'est pas joué comme un jeu, c'est joué comme une situation de réalité. Et très souvent, l'attitude qui est donnée, les instructions du rôle que vous jouez, notamment dans la posture de l'administrateur indépendant, qui peuvent poser des questions un peu dirigeantes, ou d'administrateur, de membre de la famille, qui peut être aussi un peu, je dirais, sec dans son attitude, eh bien, ce positionnement permet d'avoir une réactivité des autres administrateurs qui sont dans cette posture et qui vous conduisent vraiment à prendre conscience d'un effet miroir sur votre comportement au conseil d'administration. Et ça, je crois que c'est vraiment un des éléments forts du programme, puisque nous sommes ici avec une véritable problématique d'entreprise familiale qui est au cœur de la vie et d'une problématique. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est très, très important dans le programme et qui vient bien sûr à la fin. Alors, si on peut avancer sur la présentation, s'il te plaît. Donc, vous avez le rappel avec les différentes dates d'ouverture pour 2021. On commence à avoir déjà quelques dossiers, et donc ça commence à bien se remplir. Je vais m'arrêter peut-être sur la chose que je n'ai pas évoquée, c'est-à-dire le Governance Project. Alors, vous voyez, ça suit finalement la brique des différents modules. Le Governance Project, il a vocation, puisque c'est un certificat, qui est un certificat donc, avec un jury de certificats, l'Institut français des administrateurs et d'HEC commun. Donc, il y a, comme dans tout certificat ou dans tout exercice académique, eh bien, il faut écrire. Et donc, ce Governance Project a pour vocation de vous faire prendre du recul à travers les différentes briques du module sur une problématique propre à votre entreprise. Problématique propre, cette année, dans le certificat, nous avons plusieurs participants qui ont, par exemple, suivi et choisi de travailler sur la problématique des next gens, de la nouvelle génération, de la J2, de la J3, voire de la J4 pour certains, et de voir quelle devait être l'intégration de la J2, de la J3 ou de la J4 dans les structures de gouvernance de l'entreprise, dans les structures de gouvernance du conseil et dans la structure de gouvernance de la famille. Ce qui est très, très important. Quel est le poids? Quel est le parcours? Quelles sont les différentes options? Est-ce qu'on les fait rentrer d'abord? Est-ce qu'on les prépare à faire rentrer comme censeur? Est-ce qu'on les fait rentrer directement comme administrateur? À quel âge? Pourquoi on va en sélectionner un et pas l'autre? Pourquoi on va proposer à celui-ci et pas à l'autre? Comment on va les préparer? Comment on va anticiper le fait qu'ils vont pouvoir consacrer du temps à ces différents mandats? Comment certains ne vont pas le faire? Et pourquoi ils ne vont pas le faire? Donc, vous voyez, tout ça doit faire l'objet d'une réflexion fournie, d'un papier d'une 20aine de pages avec un plan d'action, une structuration et bien sûr d'un accompagnant HEC-IFA qui vous suit pendant la rédaction de ce Governance Project et qui a vocation à vous amener à avoir un véritable plan d'action pour transformer certains éléments de gouvernance à implémenter quand vous le souhaitez dans votre famille. Et le final est bien sûr un jury. Les prochains jurys vont se tenir
d'ici 15 jours, où nous avons, par exemple, des membres de famille qui décident de passer ensemble, c'est-à-dire que du coup, on a des doubles jurys, au lieu d'avoir 1 heure de jury par participant, on a des familles, par exemple un frère et une sœur, qui vont passer ensemble, donc ça va faire des jurys de 2 heures, certains ça va faire des jurys de 3 heures, parce que c'est 3 membres de la famille qui sont là, et bien sûr, c'est 3 projets qui se complètent, qui sont ensemble, avec une problématique et avec à chaque fois un membre du corps professoral d'HEC, un membre de l'IFA et puis le directeur académique qui est au milieu, qui compte pour moitié des 2 parties. Voilà. Donc, tout ça pour dire que cet exercice est important, car il vient à la fin et on se rend compte beaucoup de la prise de conscience, parce que c'est un petit peu l'application qui est donnée à la fin pour chacun de nos participants, d'écrire aussi ce plan de transformation de leur gouvernance. Voilà, Christine, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Céline, peut-être à ajouter? Est-ce qu'il y a un autre slide? Voilà. Alors, oui, ça c'est important, parce que ça je vais peut-être ajouter. Ce qui nous semble vraiment important là-dedans, si vous voulez, et moi c'est un peu comme ça que je le vois, puisque je ne vais pas me défiler de ma responsabilité. On vise un public qui est un public d'administrateurs ou de futurs administrateurs d'entreprises familiales. C'est-à-dire que là, si vous êtes consultant ou si vous êtes cadre dirigeant dans un grand groupe et que vous n'avez pas d'expérience d'entreprise familiale, on va regarder bien sûr votre candidature avec bienveillance, mais on va privilégier la candidature de société familiale. Pourquoi? Parce que si on veut, comme avec cette première promotion, avoir des discussions très franches, très honnêtes, on doit protéger l'environnement du dialogue avec les entreprises et les familles. Donc, on se doit de privilégier un recrutement de sociétés et de membres de sociétés familiales. On peut mettre quelques éléments de très haut potentiel qui amèneront quelque chose d'autre. Voilà. Mais à très faible pourcentage, si je peux dire. Enfin, Christine et Céline compléteront ça avec plus de précision que moi. Mais le point vraiment important, c'est que vous soyez avec une problématique et membre d'une communauté d'entreprises familiales. Voilà, je me tais, j'ai trop parlé. Céline et Christine, je vous laisse reprendre. Oui, alors, merci Philippe. Moi, je vais peut-être vous parler aussi maintenant du processus de candidature. Donc, de toute façon, moi, suite à ce webinaire, demain, je vais revenir vers vous et je vais vous envoyer un mail avec un dossier. Et si vous êtes intéressé par ce certificat, je vais vous proposer qu'on ait un entretien un petit peu plus approfondi pour voir si votre projet correspond vraiment bien au certificat. Donc, de toute façon, je vais revenir vers vous. Et voilà, après, pour postuler, il faudra me renvoyer le dossier signé. Et ensuite, vous aurez un nouvel entretien encore plus approfondi avec Philippe avant de vous inscrire. Donc, voilà pour le processus de candidature. Là, nous avons la biographie de Philippe Pellet-Clamour, qui vient de nous parler, notre directeur académique. Donc, je vous laisserai lire sa biographie impressionnante, mais je vais vous la résumer en quelques points. Tout d'abord, donc Philippe est docteur en sciences de gestion et professeur affilié à HEC. Philippe enseigne différents cours dans les domaines de la stratégie, mise en œuvre, gouvernance d'entreprise et private equity. Il faut savoir que Philippe a commencé sa carrière dans une entreprise familiale. Puis, il est devenu directeur général de la société BIC pour l'Europe centrale et orientale. Il est aujourd'hui le président d'un fonds d'investissement qu'il a créé avec l'aide de plusieurs family office. Et il est aussi membre de l'Institut français des administrateurs. Voilà, donc je tenais à vous parler un peu de la biographie de Philippe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer aux questions-réponses. Donc, alors si vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Philippe, est-ce que tu as vu les questions? Donc,
Alors oui, nous faisons de la VAE, donc nous avons une possibilité de reconnaître, enfin de faire votre diplôme via une VAE. Donc là, effectivement, il faut qu'on ait un entretien pour vraiment voir votre expérience, votre formation initiale pour étudier une possibilité de VAE. C'est tout à fait possible. Je vois une question d'Antoine de Faumervaux. Faut-il avoir suivi une formation d'administrateur préalablement ou avoir une expérience d'administrateur? Non, pas forcément. Je vais peut-être laisser Philippe reprendre la main. Philippe, ton micro est éteint. Merci, oui, merci. Et ça dépend. Si vous êtes dans un environnement d'entreprise familiale, je crois que ce n'est pas nécessaire parce que on a, si vous voulez, la plus jeune administratrice aujourd'hui, je ne donnerai pas son nom dans les participants, à 27 ans du certificat. Mais on a aussi des administrateurs enfin des futurs administrateurs qui ont 45 ans, qui ne sont pas encore administrateurs de leur famille. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, ça dépend de ce que chaque famille veut. Donc, si vous êtes au cœur d'une famille, mais vous savez que vous allez être préparé à être administrateur, bah, c'est bien. Mais en même temps, vous pouvez ne pas vous préparer à être administrateur, mais à exercer un rôle dans des foncières, dans d'autres organes de contrôle de la famille et de comprendre aussi comment fonctionne le conseil d'administration. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre. Ce qui est important, c'est d'appartenir à cet écosystème de l'entreprise familiale et d'en faire partie, quoi. Hein, Christine et Céline, je crois que c'est ça qui est le plus C'est fort. ça, oui, oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, peut-être que moi, je pense que oui, il y a la question de savoir. Finalement, je pense qu'on peut rappeler que la prise de temps, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps en termes de préparation. Et donc, c'est un gros investissement personnel. Donc, je pense que c'est un certificat où il faut quand même travailler quand même beaucoup parce qu'il y a quand même une préparation avant les modules, les cas, etc. Donc, je crois que c'est sur cette capacité qui est importante. Peut-être aussi souligner que sur la pédagogie aussi, parce que finalement, je n'ai pas trop parlé, peut-être que je vois une question enfin, qui touche un peu ça. La pédagogie, en fait, ça repose vraiment bien sur un mix de praticiens avec l'IFA, hein, d'intervenants d'IFA praticiens, puisque finalement, on alterne les modules entre l'IFA et HEC. Donc, c'est très mixé et très varié. Et des profs qui sont tous des profs presque praticiens, puisqu'ils ont tous une expérience d'entreprise et en tout cas d'enseignement dans l'executive education, donc, et de compréhension du conseil d'administration pour tous. Donc on a ce côté très très varié et cette grande interaction en amphi, puisque finalement, vu que c'est une promotion, on vise une promotion, Céline et Christine, sous votre contrôle d'une vingtaine de participants, quoi, 18-20 participants. Ça reste un petit groupe très uni, très, très, très formés et beaucoup d'interactions pédagogiques, beaucoup de questions, beaucoup de réponses et on challenge beaucoup l'intervenant. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas que l'intervenant, on le challenge beaucoup par ses questions et ses réponses et ses cas. Donc ça aussi, la pédagogie là-dessus est très interactive. Et on se nourrit beaucoup également je dirais, de ses peers, des participants, de ses collègues qui sont là, parce qu'ils donnent beaucoup de vécu et beaucoup de réflexion par leur propre modèle d'entreprise familiale et de gouvernance d'entreprise familiale. Voilà ce que je voulais rajouter, parce que je crois qu'il y avait un des participants qui avait souligné. Camille nous demande si une taille d'entreprise minimum est requise. Vous voulez peut-être répondre toutes les deux? Moi, je dirais non. En fait, c'est vraiment par rapport au projet. Donc, voilà. Alors après, il faut peut-être voir aussi parmi les participants ta promotion de cette année-là qui est en train avec lesquels tu travailles. Oui, on a dans l'économie numérique, on a par exemple il se qualifie lui-même de patient zéro. Je ne cite pas toujours son nom par discrétion, mais c'est une très très grosse start-up dans l'économie numérique. Bon, c'est la première génération.
c'est pas la plus grosse taille de chiffre d'affaires, mais c'est certainement une des plus belles valorisations. Donc, si vous voulez, je crois que ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même une forme de maturité déjà qui soit là, puisque je ne l'ai pas précisé, mais je l'avais dit dans une masterclass précédente avec l'IFA. On a une définition de l'entreprise familiale finalement qui est quand même assez large, hein, puisque l'entreprise familiale, si on travaille sur sa définition, le FBN, le Family Business Network, dit bien que finalement ça peut être la première génération, c'est dès que c'est constitué, dès que c'est avoué à être transmis, ça devient une entreprise familiale. Donc je crois que c'est plus sur cette notion de culture d'entreprise familiale et de transmission d'entreprise familiale qu'il faut raisonner que sur des critères de chiffre d'affaires. Voilà. Alors, on a une question. Alors, VAE, alors déjà, la VAE, comme je vous ai dit, il faut étudier cette possibilité. Et le fait de le faire en ligne, alors c'est vrai que nos participants, généralement, préfèrent faire du présentiel. Après, de l'hybride, on peut étudier la question. Je ne sais pas, Philippe, est-ce que tu as eu quelques cours en hybride? Alors, d'abord, on a eu la chance de le faire en présentiel, malgré la situation. Donc, si vous voulez, c'est complètement exceptionnel. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que la problématique qui était évoquée par nos participants est très sensible. C'est-à-dire que quand je parle d'environnement protégé pour les familles et de filtre, si on n'est pas membre d'une famille, pour rejoindre ce programme, les éléments qui sont partagés sont d'autant plus sensibles que ça se fait en présentiel. Ça sera en distanciel, on n'aurait pas le même niveau d'intimité et de confidentialité et de protection des intérêts de chacun de nos participants, des membres de la famille. Voilà. Ceci dit, puisque nous sommes dans la vraie vie, on a eu du Covid, on a eu des cas contacts, pas liés à la formation, mais des participants qui ont bien sûr eu contracté ou été cas contact. Dans ce cas-là, nous avons pu mettre en place des modules hybrides avec des participants en salle et des participants en distance qui étaient chez eux convalescents. Voilà. Mais dans l'ensemble, on a maintenu quand même, pour cette première promotion après du présentiel. Je pense que l'état d'esprit, enfin là, bien sûr, ça dépendra de la situation pandémique et sanitaire, donc il faut être très prudent dans ce qu'on avance, Christine et Céline, mais et sous votre contrôle, tout sera revu dans l'intérêt, bien sûr, de protéger chacun de nos participants, si on peut le faire. Ok, donc oui, après j'ai une série de questions d'Yvonne Moyutanier. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on s'appelle et qu'on voit tout ça ensemble pour ces autres possibilités de formation en ligne. Voilà, donc il faut qu'on voit ça sort un petit peu du certificat lui-même. Après, voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous rappelle que la rentrée sera le 11 octobre prochain. Donc là, on est en plein processus de recrutement. Le tarif est de 17 900 € et avec un tarif préférentiel, bien sûr, si vous êtes adhérent de l'IFA. Voilà, les contacts. Moi-même, Laurence Bouquier, qui est chargée de la formation à l'IFA, Céline Buanic, qui était avec nous pendant cette présentation, et Philippe, voilà toutes les coordonnées. Et moi, de toute façon, je reviens vers vous dès demain pour vous inviter à un entretien pour discuter de votre projet. Voilà, donc Philippe, Céline, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Céline, peut-être on va laisser à Céline le mot de la fin. Alors, simplement, un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Déjà, dans le fait que vous ayez participé à ce webinaire, ça montre votre envie de professionnaliser vos pratiques. Et c'est déjà un grand pas. J'espère qu'on va vite vous retrouver
dans ce certificat et en tout cas dans les différentes activités de l'IFA, vous avez nos coordonnées là qui s'affichent. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à nous joindre et à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et j'espère surtout qu'on va se voir en vrai très vite. Voilà, écoutez, merci à tous. Je vois une dernière question de Stéphane. Oui, je pense que c'est cohérent pour Stéphane. Il faut qu'il prenne rendez-vous avec Christine. Donc, tout à fait, on va prendre rendez-vous. Oui, voilà. oui. N'oubliez pas ça. Voilà. À très vite. Merci. Merci beaucoup à tous, puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.